Assiste-t-on à une radicalisation de la répression en Iran? Cela fait 2 mois quasiment, jour pour jour, que de larges pans de la société iranienne sont en révolte suite à la mort de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans. Un décès survenu 3 jours après une arrestation. La police des mœurs l'avait accusée d'avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique. Depuis, le mouvement ne s'éteint pas. La fracture semble grandir entre le pouvoir des mollahs et une jeunesse éprise de liberté. Et les choses ne vont pas s'améliorer avec le choix du régime de procéder à des condamnations à mort. 2 peines de ce type ont été prononcées en l'espace de 3 jours. Nous avons voulu revenir sur cette situation avec la sociologue et politologue Marnaz Shirali. Bonjour Marnaz Shirali. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Alors ma première question, pour entrer dans le vif du sujet, donc on parlait dans l'introduction des condamnations à mort de manifestants. Est-ce que, et on a affirmé un petit peu comme ça qu'il s'agissait d'une radicalisation de la répression, est-ce que vous partagez ce constat ? Radicalisation de la répression, c'est un mot qui n'est pas peut-être complètement adapté parce que la République islamique s'est toujours montrée extrêmement cruelle envers les manifestants. Ce n'est pas la première fois. Donc en 2019, il a tué 1500 personnes en 3 jours. Donc c'est un régime qui tue abondamment. Il n'a pas de honte de tuer ses propres ressortissants. Il n'a aucun frein sur ses penchants terroristes envers ses propres ressortissants. Ah d'accord, donc vous utilisez carrément le terme terroriste pour qualifier le comportement du gouvernement. C'est un État terroriste parce qu'il règne par la terreur sur ce pays. Il assure sa survie en tuant les jeunes dans la rue, en tuant les enfants. Et donc, c'est un État infanticide qui procède au terrorisme, aussi bien à l'intérieur de ses frontières qu'à l'extérieur de ses frontières, parce qu'on sait que depuis l'avènement de la République islamique, nombreux Iraniens ont été assassinés dans les pays étrangers. Quel est l'objectif du gouvernement dans la criminalisation, de criminaliser ainsi ces mouvements ? En fait, l'objectif des ayatollahs qui règnent sur l'Iran, c'est d'assurer leur survie, de continuer à rester en place, à rester au pouvoir et de piller le pays. Alors, les Iraniens ne sont pas d'accord. Ils sortent dans les rues, ils manifestent. Et la réponse, c'est quoi ? Il y a 2 armées dans ce pays qui tuent les Iraniens. Pour en venir un petit peu à la mobilisation, effectivement, ça fait 2 mois que cette mobilisation a cours. Alors déjà, est-ce qu'on a affaire à quelque chose d'inédit en termes de durée du mouvement en Iran ? Absolument. C'est la première fois dans l'histoire iranienne, depuis l'avènement de la République islamique, qu'un mouvement social, un mouvement politique est si fort, continue 2 mois, c'est étalé sur 2 mois et ça n'a pas l'air de vouloir terminer, ça n'a pas l'air de vouloir se calmer. Et c'est la première fois que ce sont les très jeunes qui sont sur le devant de la scène. Donc c'est un mouvement... Oui, il y a un mouvement étudiant très fort dans le... Pas seulement les étudiants, les lycéens et les écoliers. C'est du jamais vu que les écoliers soient dans la rue, qu'ils manifestent, qu'ils sortent et qu'ils soient tués. Hier, c'était un jeune garçon de 10 ans qui a été assassiné dans les rues d'une ville iranienne. D'accord, ah oui. Et donc, même sociologiquement, le mouvement est inédit, donc, si je comprends bien. Par sa jeunesse, déjà, par son ampleur. Et surtout, 3e aspect qui attire mon attention en tant que sociologue, c'est son aspect, c'est le fait qu'il n'y a aucune référence religieuse dans les slogans des manifestants. Ça fait 2 mois qu'ils sont dans la rue, ça fait 2 mois qu'ils sont en train de manifester. On n'entend pas un seul slogan religieux. Au contraire, de temps en temps, on entend aussi les manifestants, ils rejettent le régime systématiquement, ça c'est la monnaie courante. Ensuite, ils rejettent les ayatollahs, les religieux, les représentants de l'islam. Mais de temps en temps, on entend aussi qu'ils rejettent la religion elle-même. Ils sont tellement subis des contraintes de répression, d'humiliation, qu'aujourd'hui, ils s'opposent pas seulement à l'État, il ne s'oppose pas seulement au clergé chiite, mais il s'oppose aussi à la religion. Oui, et ça, c'est inédit. Il s'oppose à tout ce qui a structuré justement l'oppression qu'ils ont vécue toutes ces années. Absolument. Il rejette le régime avec sa religion, avec ses religieux. Il rejette tout. C'est pourquoi on dit que c'est un mouvement révolutionnaire. Parce que
c'est un mouvement radical qui n'a absolument qui ne veut pas négocier avec l'État. D'ailleurs, l'État non plus ne veut pas négocier avec les jeunes. Ouais. Les ayatollahs n'ont jamais négocié avec leur population, avec leurs ressortissants. Jamais. Ils n'ont jamais voulu négocier avec les Iraniens. Mais cette fois-ci, on voit aussi que les jeunes qui sont dans la rue, qui sont en train de se faire tuer, eux non plus, ils ne cherchent pas à négocier. Ils veulent une seule chose, la chute du régime. D'accord. Oui, donc on est vraiment sur un mouvement extrêmement radical, et à juste titre. Comment vous expliquez que le mouvement justement arrive à perdurer? Parce que malgré la répression, on aurait pu se dire que, comme beaucoup de mouvements sociaux, face à la répression, même sans aller jusqu'à la mise à mort, peuvent s'essouffler. Là, pas du tout, au contraire. On a même l'impression que ça s'intensifie en évoluant. Absolument, parce que ces jeunes qui sont dans la rue et qui sont en train de se faire tuer, ils estiment que la liberté et la démocratie, c'est leur droit. Ils réclament leurs droits fondamentaux et ils pensent qu'ils méritent mieux que ça. Donc, à partir du moment où un peuple est conscient de ses mérites, personne ne peut les étouffer. Personne ne peut étouffer ces jeunes. Parce que ces jeunes, ils sont très bien éduqués, ils sont très, très conscients de ce qui est leur mérite et ils savent que ces religieux, ce régime religieux, ce régime islamique n'est pas digne d'eux. Ouais. Et donc, c'est très difficile de les calmer, de les étouffer. Même si la République islamique, à mon avis, tue la moitié d'entre eux, ils n'arrivent pas. Ouais. N'arrivent pas à faire éteindre le mouvement des jeunes. D'accord. L'autre question qui m'intéresse sur justement l'analyse sociologique de ce mouvement social révolutionnaire, c'est ses aspirations, enfin en tout cas ce qui l'a mené à... On rappelait en introduction de cet entretien que le décès de Masha Amini a été l'élément déclencheur, l'élément qui a fait qui a fait se dire à la population on en a ras-le-bol. En France, on a peut-être un petit peu résumé ce mouvement à un mouvement féministe, anti-voile ou quelque chose comme ça. Je suppose que les motivations politiques et sociales sont beaucoup plus larges et beaucoup plus larges que ça. Absolument, absolument. C'est un mouvement politique qui ne se réduit pas à des revendications ponctuelles pour le voile ou pour telle ou telle condition des femmes. Et vous savez, en Iran, en 1979, quand Khomeini a installé son régime, la première chose qu'il a faite, c'était de réprimer la population féminine, réprimer la moitié de la société pour mieux gouverner sur l'ensemble de la société. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le 8 mars, à l'occasion de la Journée mondiale des femmes, il a imposé aux femmes iraniennes le port obligatoire du voile. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, son but était de gouverner, de maîtriser, de paralyser toute la société. Il a commencé par les femmes, ensuite, il a réprimé l'ensemble de la société. Et aujourd'hui, on voit un mouvement en inverse. D'abord, on sait qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui demandent leur libération du voile, de la religion, de ses contraintes. Ensuite, en libérant les femmes, la société a compris qu'une fois les femmes seront libérées de l'islam, c'est toute la société qui sera libérée du pouvoir des religieux. Et vous voyez, c'est un mouvement très différent par rapport à ce qui s'est passé en Europe. En Europe, oui. D'abord, les hommes ont obtenu leurs droits égaux, le droit de l'homme s'est installé en Europe. Ensuite, les femmes ont dit, et nous alors? Nous voulons les mêmes droits que les hommes. Et c'est ainsi que le mouvement féministe est intervenu. Alors, en Iran, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le même schéma, ce n'est pas la même structure. En Iran, la liberté des femmes est nouée, greffée sur la libération du pays. D'accord. C'est pourquoi on ne peut pas dire que c'est un mouvement féministe. C'est un mouvement politique dans toute sa splendeur. Évidemment, les femmes sur le devant de la scène. Mais en dehors de la libération de la population, justement, du pouvoir religieux, du clergé chiite, quels sont les autres objectifs politiques? Je suppose qu'il y a on peut supposer qu'il y a nous en France,
on peut supposer qu'il y a des revendications sociales, des revendications peut-être économiques. Il y a aussi peut-être, via ce régime, aussi une forme de peut-être de pauvreté sociale ou de choses comme ça. Quels sont les objectifs plus larges, objectifs politiques plus larges? Il faut expliquer d'abord que quand les jeunes Iraniens veulent la chute de régime, pourquoi ils veulent la chute de régime? Parce que ce régime est une kleptocratie. Il y a une bande d'ayatollahs, de religieux chiites qui sont à la tête de ce pays. Et ça fait 40 ans qu'ils ont pillé le pays. Et l'Iran, qui est un pays extrêmement riche, est devenu aujourd'hui l'un des plus pauvres pays de la planète. Et les Iraniens sont littéralement affamés. Alors donc, si les jeunes veulent que ce régime parte, c'est pour prendre leur pays en main, pour prendre leur destin politique en main, pour gouverner correctement leur pays, pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre la corruption, pour lutter contre ces ayatollahs qui ne savent pas diriger ce pays. Et plusieurs reprises, on m'a demandé est-ce qu'il y a une alternative pour le régime, mais l'alternative, ce sont ces jeunes eux-mêmes qui sont hautement éduqués, qui sont hautement politisés, qui comprennent quels sont leurs droits, quel est l'avenir meilleur pour leur pays. Ce sont ces jeunes qui vont gouverner ce pays et ils seront bien plus méritants que ces bandes d'ayatollahs, des kleptocrates qui sont en train de détruire ce pays. D'accord. Alors, justement, pour parler pour en venir au gouvernement, justement, au gouvernement iranien, au régime, il y a justement le pouvoir à évoquer des attaques à la moto, notamment à Ispahan, je ne sais pas si je prononce bien. C'est parfait. Et donc évidemment, il va un peu plus loin encore dans la criminalisation du mouvement en les qualifiant de terroristes. Est-ce que vous pouvez décrypter un petit peu cette stratégie que le pouvoir met en place? Aux yeux des dirigeants de la République islamique, 85 millions Iraniens sont des terroristes. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas d'eux. D'accord. À chaque fois que les Iraniens demandent quelque chose, ils disent que vous êtes des terroristes, vous êtes des espions d'Israël, vous êtes des espions de la CIA. Donc, oui, j'allais y venir en Iran, nous avons 85 millions Iraniens qui sont tous des espions d'Israël. Ce sont les espions de la CIA et ce sont des terroristes potentiels, selon la République islamique. Oui. Oui, justement, j'allais y venir parce que le régime iranien accuse effectivement aussi les forces étrangères, Israël, la CIA, mais c'est toujours, en fait, c'est un bis repetita dans chaque contexte auquel le régime a affaire. Il y a toujours ces accusations qu'ils mettent en avant. Oui, en fait, les Iraniens ne prêtent plus absolument aucune attention parce qu'ils sont habitués. Ça fait 44 ans qu'ils entendent les mêmes paroles totalement infondées et c'est devenu maintenant ridicule en disant que les Iraniens sont mécontents. Ils se sont appauvris pendant 40 ans et donc ils aspirent à avoir une meilleure vie, une meilleure situation parce qu'ils savent que leur pays est parfaitement capable de leur offrir une meilleure vie si ce pays a été gouverné par les dirigeants qui se souciaient des intérêts nationaux de leur pays. D'accord. Ce qui n'est pas le cas des ayatollahs. Évidemment. Pour finir cet entretien, j'aimerais faire un petit peu de perspective concernant le mouvement. Est-ce que vous pensez que cette fois, on tient peut-être le mouvement social qui pourra aboutir politiquement à quelque chose? Et je n'ai absolument pas le don de voir l'avenir. Je ne peux rien vous dire parce que je connais la République islamique. Je sais que c'est un État qui est capable à foudroyer la moitié de la population iranienne pour assurer sa survie. Donc, quand on est en face d'un régime aussi cruel, aussi criminel, terroriste comme la République islamique, tout est possible. Donc, on ne peut absolument pas prédire l'avenir. Donc, oui, évidemment. Mais on peut dire que ce sont les jeunes qui ont grandi sur les réseaux sociaux, comme je l'ai expliqué dans mon dernier livre, Fenêtre sur l'Iran, publié l'année dernière en 2021. J'ai expliqué que ce sont les jeunes qui ont grandi, qui ont été éduqués grâce aux réseaux sociaux. Ils ont vu ce que les jeunes de leur âge vivent dans les autres pays. Donc, ils veulent vivre normalement, heureusement, comme les autres pays. Vous pensez justement que les réseaux sociaux justement ont eu un apport là-dedans pour lier la jeunesse entre elles, qu'elles puissent avoir une sorte de conscience de classe, si je puis me permettre l'expression?
Et Tout à conscience fait. justement de ce que mon prochain vit au quotidien et qu'il vit la même chose que vous. Oui, oui, les réseaux sociaux, on a vu pendant ces 2 mois, les réseaux sociaux, ce sont les vrais leaders de mouvement des jeunes. Les réseaux sociaux organisent les jeunes, canalisent leur rage, leur apprennent quels sont les slogans qu'il faut répéter, ceux qu'il ne faut pas dire. Il y a des têtes pensantes sur les réseaux sociaux, il y a des théoriciens, des leaders de révolution. Il faut vraiment prendre les réseaux sociaux en Iran au sérieux. Pour un Iranien, pour un jeune Iranien, être connecté sur les réseaux sociaux, ça veut dire être connecté au monde, d'avoir la relation avec la planète et donc de ne pas être étouffé à l'intérieur de la République islamique. D'accord. Bah, merci beaucoup, Manaz. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.